On va appeler le Polonais, vous pouvez prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Jules, de me permettre d'intervenir sur votre chaîne. Merci à tous les panélistes et tous ceux qui sont sur le live et qui mettent donc des commentaires. Moi, j'aimerais commencer, hein, c'est pas pour attaquer Monsieur Zimé Irima qui dit que Monsieur le Polonais est venu raconter donc de n'importe quoi. Ça a suscité le fait que je monte sur le live, mais pas pour lui régler des comptes, parce que hier, à la fin donc du live, on a eu des informations comme quoi il aurait géré un certain nombre de marchés à la présidence, quelques 2 ou 3 marchés. Donc on n'a pas, moi j'ai dit bon laissez-le, c'est quelqu'un de sympathique et autres. Donc on n'a pas cherché à aller loin. Mais justement je voulais pour essayer donc de pas avoir une ambiguïté avant donc de continuer, lui demander de savoir s'il est affilié au conjoint de la vice-présidente Madame Talata, parce qu'il porte le même patronyme. Ça peut être une coïncidence juste pour ma propre compréhension. Je voulais juste savoir ça. Est-ce que tu peux juste dire oui ou non si tu es affilié au conjoint au mari de la vice-présidente ou pas? À quoi cela va aider à faire avancer le Bénin? Non, c'est bon. Ça, si c'est des choses personnelles que vous voulez qu'on règle, on peut régler, mais vous n'avez pas besoin. Non, c'est pas du tout personnel. Bon, encore que je ne sais pas qui est venu vous mentir, que quoi, moi j'ai gagné des marchés à la présidence, ça n'engage que celui qui vous le dit. Ah, mais bref, continuez, je vous laisse le temps de parler après. Non, c'est pas grave, je ne vous dis pas forcément donc de répondre. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jossou, parce que hier, j'avais développé de long en large ce qui aurait pu amener le ministre à parler. J'avais demandé qu'on essaie donc de projeter un certain nombre d'images, notamment le contenu donc de l'article, ou qu'on aille le chercher individuellement. Ça n'avait pas été possible. Je ne sais pas si vous pouvez, Monsieur Jossou, essayer donc de nous lire un peu l'article que la chaîne BioWeb TV a partagé, donc un article de Africa Intelligentsia relayé par BNWeb TV, qui donc a paru, si j'ai bonne mémoire, le 26 mai. Vous devez avoir l'article, Monsieur Jules. Je ne sais pas si j'ai même l'article de source originale de Africa Intelligence. C'est en anglais. Ouais, ok, oui, c'est en anglais parce que. Oui. Juste, ouais, continuez quelques secondes, le temps que je vais voir si je pourrais mettre ça. D'accord, parce que c'est quand même un élément qui va comprendre donc la genèse donc de ce qui pourrait être la frustration personnelle qu'aurait ressenti Monsieur Akpona en sa propre chair lui-même d'abord, et que cette frustration était déjà là, et donc l'émotion suscitée, voilà, donc la coupure et tout ce qu'il avait vécu là-bas, ça fait qu'il s'est lâché. Donc c'était juste une démarche d'explication pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas comprendre. On va se dire que c'est juste un acharnement contre le prédécesseur. Bon, peut-être en attendant de revenir sur cet article, je suis venu avec un certain nombre le polonais. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est trop long. Ok, je peux y aller rapidement. On dit ici, depuis le départ de Samou Adambi du ministère de l'Énergie en décembre, l'administration tourne au ralenti, suscitant des inquiétudes croissantes chez les investisseurs et les opérateurs économiques selon un rapport d'Africa Intelligence. Nommé en janvier 2025 à la tête de ce ministère stratégique, Poulain Akpona peine à s'imposer dans un contexte politique marqué par une extrême prudence à l'égard du président Patrice Talon. Selon Africa Intelligence, une partie de l'inertie actuelle pourrait être liée à un mandat informel que le président Talon aurait confié à son nouveau ministre examiner les dossiers de son prédécesseur afin de saper ses ambitions politiques. L'ancien ministre conseiller aux affaires économiques, Poulain Akpona, serait chargé d'identifier toute information compromettante susceptible d'entraver l'ascension de Samou Adambi, candidat potentiel à la présidentielle de 2026 sous la bannière du bloc républicain. Juste reste quelques morceaux. La nomination d'Akpona marque une rupture nette
avec la dynamique administrative instaurée par Adambi, réputé pour sa capacité à déléguer efficacement au directeur technique du ministère. Ce style de gestion avait été salué par les partenaires du secteur pour sa réactivité. Aujourd'hui, cependant, plusieurs projets sont au point mort et de nombreuses entreprises du secteur expriment discrètement leur frustration face aux lenteurs bureaucratiques et à l'absence d'orientation claire. Toujours selon la publication française, dans certains secteurs, les opérateurs économiques ont eu recours à l'intervention de Remiad Wadaï, ministre de l'économie, pour débloquer des dossiers urgents. Wadaï aurait usé de son influence pour faire avancer certains projets en suspens depuis des mois. Cette situation met en évidence un climat de tension latente au sein de l'administration où la crainte de déplaire au président semble freiner toute initiative. Si les relations entre Talon et Adambi se seraient apaisées, laissant entrevoir la possibilité d'un retour de ce dernier au gouvernement, le sentiment actuel de paralysie continue de peser lourdement sur les secteurs de l'énergie, de l'eau et des mines. Voilà un peu ce qui est écrit. C'est bon, le Polonais? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour cette clarification. J'espère que là, tout est clair pour tout le monde, y compris les hypothèses émises selon laquelle le nom d'Adambi reviendrait dans... Si j'ai bien compris, Monsieur le Russe n'est plus là avec Madame Georgia. Ça, c'était une hypothèse qui avait été avancée également hier, comme quoi le nom d'Adambi revient dans la sphère où il serait probablement adoubé. Merci, monsieur. Potentiellement positionné dans un duo qui pourrait... Au cas où vous ne le savez pas, Africa Intelligence, c'est un journal d'un Français. Hein. Au cas où vous ne le savez pas, c'est un journal français qui critique quand même. Hein. Un journal qui est pro-Talon, je veux dire. Merci. Pardon, monsieur Polonais, je ferme mon micro. Ok. Donc, voilà. Et... moi, je laisse tout ça, je reviens sur les faits concrets parce que justement, c'est pas cet élément seul que je vous ai transmis là. On va aller sur les faits concrets. Moi, je ne parle plus de ce ministre et de tout ce qu'il a fait. J'ai déjà donné mes conseils hier. Je pense que beaucoup ici avaient déjà écouté ça hier. Ça, c'est un peu ennuyeux pour eux de entendre un peu la même chose. Moi, c'est la suite qui m'intéresse. Parce que pourquoi est-ce que M. Tonato a été nommé donc, à la tête donc, de ce ministère? C'est parce que c'est aussi un débat très intéressant qu'il va falloir mener. Qui vous souviennent que M. Candide Azanaï nous avait prévenu sur ce qui est en train de se dérouler actuellement. Même si c'est une circonstance donc, de coïncidence, tout le plan donc, est en train de se dérouler. M. Azanaï, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'après avoir accaparé donc de certains nombres de secteurs stratégiques, etc., ils reviendront sur les ressources pétrolières minières où ils sont en train de réviser actuellement le code minier. Ça, c'est clair, ils sont en train de le faire actuellement, où ils auront la possibilité donc de mettre la main sur toutes les ressources qui sont disponibles. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis fort longtemps à travers donc ce ministre Tonato et qui était une guerre de leadership entre le ministère donc de l'environnement, en transport et tout ça, ils lui ont rajouté des choses, et le ministère des Mines. Il y a eu un projet qui a été financé, le projet dont je vous parlais de 3 milliards donc de francs CFA financé par la Banque mondiale, porté par Tonato et à la fois par notre ministère à travers donc Adambi, dont on a remis en fait l'exécution donc de l'étude à un soudeur, comme je l'appelle entre guillemets, comme M. Yerima, il s'est fouillé, qu'il a fouillé pour nous dire c'est qui le soudeur, et si ce que je dis n'est pas vrai. Cette étude en fait, l'idée derrière c'est de dire les plateformes polluent. Et longtemps, Georgia a toujours dit que en mer il y a la pollution en mer, mais personne n'y croit. Je ne sais pas si Monsieur Jules, vous pouvez montrer déjà la photo donc, des installations pétrolières, donc de l'état avancé de la dégradation des installations pétrolières. Ensuite, on ira sur l'installation plus récente qu'a installée Sapetro dans le temps, et vous verrez par la suite voilà, des suintements d'huile qui traînent à la surface de la mer. Ces éléments que je vous ai transmis
ce sont des photos récentes qui ont été prises là en 2024 par Akrake Petroleum. Akrake Petroleum, je l'avais dit sur votre live, quand ils étaient arrivés et qu'ils avaient eu le contrat, ils étaient allés faire un état des lieux de la situation. Et donc, ils ont profité pour aller sur les plateformes. Et je vous avais dit dans le temps qu'ils avaient tout fait pour écarter les yeux du ministère. C'est-à-dire les agents du ministère à travers la Direction générale des hydrocarbures et ressources énergétiques qui étaient présents donc dans le navire donc de la Marine nationale, arrivés à proximité, on les a écartés, on a pris un petit zodiac pour se rapprocher un peu plus donc des plateformes, etc., pour voir un peu quel est l'état de dégradation avancée et quelles sont les zones favorables pour implanter la nouvelle unité donc de production que prévoit la compagnie Akrake. Donc, ces éléments donc de photos, ce sont des photos très récentes que je voulais en fait que vous puissiez slider, que au moins vos auditeurs qui sont là puissent voir que tout ce qu'on dit, même si parfois on a peur de sortir certaines preuves parce qu'il faut protéger également nos sources, c'est des choses qui sont réelles. Monsieur Jules, est-ce qu'il est possible de nous montrer rapidement ces photos-là? Oui, et puis après, je vais mettre les photos à l'écran tantôt. Ok, d'accord. Et au fur et à mesure que je verrai les photos, je vais faire donc mes commentaires dessus. Donc, cette guerre-là existait déjà au niveau donc de notre ministère, où le ministère donc de l'environnement veut complètement broyer la direction générale donc des mines, détricoter complètement. Et cela a commencé déjà peu à peu. Il y a en fait une étude qui a été commandée à travers donc le ministère de l'Environnement, donc M. Tonato, pour être plus simple, et pour ne pas dire environnement à chaque fois, je vais appeler par son nom, financé sur le budget, sur les crédits donc, du ministère des Mines. Ouais, vous voyez un peu le cynisme. Ils font faire, et ça c'était sur Adambi, hein, parce que bon, là il a pu quand même s'imposer là-dessus. Il est allé prendre des crédits dans ce qui est alloué au ministère donc, des Mines, pour lui financer une étude qui vise en fait à proposer donc une réforme, on va dire ça comme ça, une réforme donc dans le secteur minier, notamment en ce qui concerne la question singulière du dragage du sable. L'idée derrière, avec une ambition clairement affichée, quand ils étaient arrivés, ils sont allés chercher un cabinet sénégalais. Le cabinet sénégalais, quand il est arrivé, le gars, il a vu en fait que les messieurs qui sont des sédimentologues béninois qui sont là, qui sont des espèces, c'est les gens avec qui ils travaillent. Mais il s'était étonné du fait que, bon, lui, qu'on ait contourné tous ces messieurs-là et qu'on vienne l'appeler. Mais bon, comme c'est des amis et que c'est un petit réseau d'experts, il leur a fait appel, il dit, bon, écoutez, venons, on va travailler ensemble. Moi, j'ai un objectif clair, j'ai une mission, j'ai des objectifs, je dois atteindre ces objectifs-là. Voilà. Donc, il a établi sa méthode. Les autres l'ont simplement accompagné un peu dans le système sans avoir trop donc, de possibilités donc, de décision et d'avis quand même assez prononcés sur la conclusion finale. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces messieurs-là? Ils sont allés d'abord faire peur à tous les ingénieurs miniers qui sont là, y compris l'actuel secrétaire général dont vous parlez. Je ne vais pas appeler son nom, mais il sait l'USGM. Il sait très bien de quoi on parle. S'il est sur ce live ou si c'est rediffusé, il sait de quoi on parle. Ils les ont tous inquiétés, ces messieurs-là. Ils les ont tous inquiétés. Et quand l'affaire a failli dériver vers la criette, moi je vous parle clairement. Moi, je ne viens pas raconter n'importe quoi, comme vous semblez le dire. Oui, parce que, oui, monsieur le colonel, prenons quelques secondes pour commenter les photos et puis on va pouvoir continuer dans la... Ça, c'est P1, là, c'est quelle photo? P1, c'est la plateforme. P1, c'est la plateforme qui est... Je ne sais pas si on peut montrer déjà une vue d'ensemble de toutes les plateformes où vous avez... Non, c'est parce que je ne peux pas mettre le tout au même moment. C'est ça le plan. Ah, d'accord, ok. D'accord, vous n'avez pas la possibilité de faire un choix direct. Oui, vous voulez laquelle? Non. P1, c'est en fait la plateforme la plus proche de la plateforme CSP de Sapetro, qu'a installé Sapetro. Ça, c'était une plateforme qui avait été opérée de 82 à 98. Donc, on va dire de Saga jusqu'à... Il faut notifier que tu as travaillé là-bas. Jusqu'à PPS.
Et donc, voilà un peu l'état de dégradation donc, de cette plateforme-là actuellement. On peut passer à la seconde image, peut-être, défiler rapidement les images. Ouais, Donc, pour ceux qui je peux nous avaient aller dit ça, chercher une image dans les M ou bien vous voulez voir P2. Parce que P1, non. P2 jusqu'à P3, ça semble être toujours les Ouais, mêmes. l'état de dégradation très avancé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher l'image du M2, par exemple, du M2, l'image du M2, et après, on finira par l'image du M2 avec le sointement d'huile en surface. Comme ça, les amis qui sont là, ils verront très clairement. Mettez l'image du M2, s'il vous plaît. L'image du M2. Et après... c'est toujours dans la première catégorie. Ouais. Ça, c'est toujours... Ça, ces photos, je ne sais pas si M. Akpona les a, peut-être qu'il les a récemment, mais ce n'était pas des choses que le ministère... ça, c'est P2. Ça, c'est P2, oui. Oui, parce que les agents avaient été empêchés de monter à bord et de prendre des photos à proximité. Ça, c'est P2. Donc, vous voulez M2, c'est ça? Oui, M2. Vous pouvez à chaque fois fermer les autres photos. Hein. C'est plus nécessaire de les garder. Je vais les enlever. Oui, ça va être plus simple. Donc là, chers téléspectateurs, je vais dire, vous voyez à peu près donc l'état de dégradation donc, des plateformes. C'est de la pollution en mer, de la pollution marine. C'est au large de Sémé, c'est ça? C'est au large de Sémé. C'est au large de Sémé. C'est au large de Sémé. Ok. C'est au large de Sémé. C'est à peu près à entre 13 et 15 km à peu près. Les plateformes ne sont pas trop loin de la côte. Ok, ça c'est M2. 15 km, hein. Ça c'est M2. Est-ce qu'on peut montrer le pied, s'il vous plaît? Voilà. Donc M2, ça c'est le pied de M2. Ce sont des monopodes. C'est pour ça qu'on les appelle M2. Je ne sais plus, je pense que ce M2, il est sur le puits, la tête du puits S11. Et du coup, au pied donc de ce M2, on a des suintements d'huile. Je ne sais pas si vous pouvez justement nous montrer, après cette photo-là, le suintement d'huile au pied donc de M2. Je voulais en fait qu'on ait une image du M2. Est-ce que ça se voit sur l'image en bas? Non, pas ça. Il y a une autre photo qui montre que le pied. Et focalisé sur la zone à huile, oui. Ok, juste une seconde. Qui montre que le pied... je n'ai pas nommé l'image, sinon j'essaie donc de vous référencer cette image-là. Ok, j'ai une autre image, mais il y a plusieurs. C'est comment? 4 images ensemble, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous le taguer. C'est la toute première image. Je vais vous taguer ça ici. Ça va être plus simple. Ah, ok, j'ai vu. C'était... Ouais, ok. Ouais, j'avais vu. Je n'avais pas vu ça. Donc, désolé les amis, c'est fait sur le coup. Donc, ça, c'est juste... on est en train de le faire. C'est pas... Non, c'est très intéressant. C'est pas des choses qui sortent comme ça parce que c'est vraiment des... Voilà. Parce que les gens ont commencé à nous prendre pour des gens qui parlent sans preuve et autres. Là. Si on veut tout étaler, je pense que il faut pas franchir certaines lignes, quoi. Il faut au moins préserver un peu certaines images. C'est pour ça. Sinon, moi, je vous dis... Donc, Monsieur Zimé, il faut vraiment vous calmer. Donc l'image là, vous l'avez? Oui, je l'ai. Ça, c'est ça. Okay. Avec, donc, c'est ça, voilà. Et le suintement, il est là. Il y a, juste après, la deuxième image montre, mais ce n'est pas focalisé autour de la plateforme. Et ils pourront dire que c'est des images générées. Donc, je préfère avec le monopode là. Vous avez vu, on a vu le monopode, donc c'est la même image. Hein, et donc, vous voyez le suintement d'huile qui est à côté. Donc, ça, c'est en permanence. Il y a un rapport qui le décrit très bien. On ne va pas sortir ces rapports-là ici, mais en gros, voilà, c'est des choses concrètes comme ça qui existent. Donc, ne venez pas dire ce dont vous ne maîtrisez pas. On a fait venir un soudeur, on lui a confié 3 milliards, il est allé faire n'importe quoi. Bon, donc c'est là. Aujourd'hui, on attend de voir si on peut trouver notre financement pour faire une étude sérieuse
et procéder donc à la mobilisation de fonds pour soit démanteler, parce qu'il faut une étude sérieuse pour dire si il faut démanteler ou pas. Mais avoir cet état donc des plateformes, je pense qu'on n'a pas besoin d'une grosse étude pour montrer, pour dire qu'il faut démanteler, parce qu'on ne pourra pas les réutiliser. Je ne sais pas à quoi ça va servir là. Dans tous les cas, il y a des fuites d'huile. Donc voilà, c'est des armes à retardement. Donc les 3 milliards siphonnés comme ça, on va dire, hein, très clairement dans le domaine du pétrole, ça c'est des exemples concrets. Donc, je continue tout droit vers la guerre donc de leadership. Et donc, le cabinet, quand il est venu, il a fait peur donc à tous ces messieurs-là. L'idée derrière, c'est de dérouler son plan. C'est de dire, bon, au final, la direction générale donc des mines n'a pas une bonne gestion donc du domaine du sable au Bénin. C'est d'arriver à cette conclusion-là. Et comme ils savent qu'il y a de la résistance, on leur a fait peur d'abord, en sortant donc des petites fautes mineures, comme ils ont l'habitude donc de l'appeler. Et quand l'affaire a commencé à dériver vers la criette, ils ont dû faire taire certaines choses. Tout le monde s'est rangé et le cabinet a fait son travail avec ses conclusions. Ces conclusions, à la suite donc de ces conclusions, il s'est assorti un décret pris à la présidence en 2024, en février 2024. Je vous ai mis une copie donc du décret, mais vous pouvez aller chercher. C'est en février 2024 qui fait donc le compte rendu de la mission qui a été commandée. Hein. Je dis que c'est une mission commandée par le ministère donc de l'Environnement, le ministère de Tonato, sur une ligne de crédit donc du ministère des Mines. L'objectif derrière, c'est vraiment de détricoter complètement la direction générale des mines. Et qu'est-ce que cette étude-là préconise? Cette étude-là préconise au total, ça n'a pas été mentionné dans le décret, mais dans le rapport final qui est disponible à l'ABE y compris au ministère, voilà, ce rapport préconise qu'en fait, dans le Grand Okoye, on va sectionner le Grand Okoye en 3 zones d'exploitation de sable. Donc, il y aura 3 concessionnaires privés qui vont prendre la gestion. Donc, ce sont, on va dire, les gros tos qui vont gérer ça. Et il y aura un seul concessionnaire qui va gérer tout ce qui est transport. Et donc, ça va être centralisé. Et pour le moment, on n'a pas de détails sur les concessionnaires. Mais quand on fait un peu le lien avec les déclarations de Candice Azanaï qui disent qu'ils veulent mettre la main sur les ressources minières et autres, on voit très bien là où ils veulent aller. Vous prenez également l'ambition finale derrière. Et là, c'est en tant que panafricaniste, quand vous voyez l'enchaînement donc d'un certain nombre d'éléments et vous faites donc des prévisions sur ce sur quoi on pourrait aboutir à travers d'un certain nombre d'éléments, c'est de dire finalement on va se calquer au modèle français. Le modèle français où vous aurez une structure qui va, parce que c'est dit déjà, hein, pour les mines aussi, les carrières, on dit déjà que la DG Mine ne gère pas très bien, et les carrières, que les sites ne sont pas remblés comme cela se doit, et qu'à la fin, en fait, les opérateurs, ils partent sans remblayer. Donc, il y a déjà cette guerre-là. C'est ça qui a été fait dans le domaine du sable aussi, et plus tard, on a commencé à dire, il faut arracher ça à la DG Mine. Carrière de sable aussi, on a commencé à dire ça. Maintenant, ce ministre-là, à la tête donc du ministère des Mines, moi, je pense que c'est complètement foutu, parce que les indiscrétions qui nous sont parvenues disent que, en gros, le président n'a plus envie donc de nommer quelqu'un qui va prendre 3 mois pour comprendre un certain nombre de dossiers avant de se mettre au travail. C'est déjà trop tard. Et donc, il faut maintenir ce ministre-là actuellement qui est là jusqu'à la fin donc du mandat. Donc, nous, on tire la sonnette d'alarme pour dire que c'est pas possible, il y a conflit d'intérêts. On peut pas avoir un ministère qui est censé contrôler le ministère des Mines du point de vue environnemental et donner certaines décisions à travers l'ABE sur l'autorisation donc d'ouverture de carrières et des permis d'exploitation qui sont dérivés à travers donc le ministère des Mines. Après, bien sûr, autorisation donc du ministère de l'Environnement à travers l'ABE. Que ce monsieur-là, il est donc la gestion donc de tout ça, c'est clairement là un conflit d'intérêts qui est né et personne ne semble le voir venir. Et en tout cas, nous, on tire la sonnette d'alarme sur ce qui se passe en ce moment. Et donc, je disais que l'idée, c'est de se calquer sur le modèle français, c'est-à-dire, on va dire, au moment où on aura une super structure, comme ils aiment centraliser les choses, c'est un gouvernement qui centralise tout, hein. Une super structure comme ça, où dans lequel on aura l'ABE, on aura aussi des démembrements donc, de la direction générale des mines, où on aura tout, quoi. Donc, vous venez clé en main, vous passez de toutes les étapes jusqu'à l'environnement, vous validez le projet et on vous donne le permis. Et donc, ça fait que vraiment, il y a une bonne gestion centralisée. C'est à ce modèle-là, moi, en tout cas, ça c'est mon analyse personnelle, c'est à ce modèle-là, je pense qu'ils veulent en venir. Et donc, je tire aussi la sonnette là-dessus. Il ne faut pas détricoter la DG Mine. Il y a des choses à corriger à la DG Mine.
Mais on ne peut pas, sur une étude faussée comme ça, qui a consisté d'abord à faire peur au cadre avant donc de se lancer dans la réalité donc des choses, dit que oui, la DGMI ne peut pas faire cette chose. Moi, je tiens franchement au service public, parce que quand on commence à se lancer vers des opérateurs économiques, on ne sait pas là où ça va nous conduire. Parce qu'avec ces concessionnaires, vous aurez les petits carriéristes qui vont devenir des sous-traitants de ces grossistes-là, on va dire en gros. Et voilà, c'est comme ça que ça veut se passer. Et du coup, ça veut dire, en gros, on aura potentiellement une flambée donc, du coût du sable. Voilà, derrière. Ça, c'est ce à quoi on va aboutir de façon sociale. Je ne sais pas trop si tout le monde aura envie donc, de construire. Bon, donc, dans tous les cas, ils ont déjà ils ont leur projet donc, de logement social. Peut-être qu'on ira acheter les logements sociaux si ça coûte moins cher que de construire soi-même. Bon, donc, en gros, voilà, moi, je tire la sonnette d'alarme là-dessus. Et je veux aussi que les gens se calment et qu'ils essaient donc de dire n'importe quoi sur les panels. S'ils ne maîtrisent pas des dossiers, qu'ils essaient de nous contacter. Nous sommes disponibles à leur fournir des éléments, à discuter avec eux et qu'ils cessent donc ces attaques, que ce soit contre moi, contre Georgia, contre Biafrica, le Russe hier aussi et tous les panafricanistes qui font un travail noble pour ce pays-là. Donc je m'en arrête là et s'il y a des questions, je vais peut-être revenir et essayer d'en éclairer. Ok, donc merci beaucoup le Polonais. Oui. Monsieur Zimé, oui, je vais revenir aux amis qui viennent de monter. Monsieur Zimé, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Oui, je veux rapidement réagir, d'autant qu'il a fait cas de deux choses, disons trois choses, et que je voudrais avoir beaucoup plus de détails. Le premier cas, c'est déjà de lui faire savoir en fait que je voudrais déjà qu'il me dise sur cette affaire de 3 milliards, quelles sont les entreprises qui ont, qui ont postulé pour ce marché. Et s'il a, les noms, bien sûr, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a voulu toujours. Et déjà même, je vais faire une parenthèse pour vous dire à quel point l'humain est juste un problème pour l'humain. D'autant que celui-là que vous écoutez aujourd'hui, Polonais, qui se joue l'expert, déjà c'est pas un expert, et qui parle aujourd'hui des mines et tout ce qui va avec, c'est quelqu'un qui a longtemps cherché à se rapprocher du ministre Adambi, et comme cela n'a pas été possible, ils sont allés, ils ont postulé sur des marchés, ça n'a pas prospéré, d'autant que ce qu'ils ont ramené ne plaît pas. Ils n'avaient pas la meilleure offre. Et on se retrouve au fait qu'aujourd'hui, et puis c'est pas fini, hein, ils avaient des gens, comment on appelle ça, la SNHB, qui ont été renvoyés parce que des gens se lèvent, je sais même pas, un professeur de physique chimie se dit qu'il est ingénieur, on dit que c'est un ingénieur, il faut le prendre en tant qu'ingénieur. Non, il faut les renvoyer parce qu'ils n'ont pas la capacité. Alors, si quelqu'un comme lui vient aujourd'hui parler entre autres du ministre Adambi, moi j'aurais mal, d'autant que c'est parce que ça n'a pas prospéré entre vous. Alors, si ça avait prospéré, est-ce que vous allez aujourd'hui vous mettre en mode, vous allez vous acharner contre sa personne? Bon, moi je veux pas continuer, à faire ce débat avec lui, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement, mais lui me connaît pas. Alors, pour continuer, je voudrais déjà savoir quelles sont les entreprises qui ont postulé à ce marché dont il a fait cas. Et je voudrais qu'il me donne à la suite de cela, quelle est la suite qui a été donnée concernant ce dossier. Parce qu'il nous parle de 3 milliards engloutis, je voudrais savoir. Merci. Après ça, j'ai d'autres questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je me permets donc de... Non, Polonais, attendez. Monsieur Zimé, je préfère que vous posiez toutes vos questions ensemble. Comme ça, il va répondre en gros, sinon les autres vont attendre trop longtemps. Bon, le problème avec Polonais, c'est que quand il parle, généralement, il divague. Excusez-moi, il rentre ici, il faut des réponses claires, parce que moi, je voudrais savoir clairement de... Oui, monsieur Zimé. Ok, on va le laisser répondre à votre première ou bien votre première question et puis après on avance. Merci beaucoup, monsieur Zimé, pour cette question d'éclaircissement. Tout à l'heure, quand je parlais, je vous ai dit, en ce qui concerne les entreprises, je vous laisse aller chercher, puisque vous semblez connaître des entreprises qui font chose. Je vous ai dit, le marché a été confié à un soudeur, donc je n'en dis pas plus. Voilà. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher vous-même. Non, j'ai demandé si ça a été confié à un soudeur. Je voudrais savoir la suite la suite de ce marché. Quelle est la suite de ce marché? Le rapport, est-ce que c'est utilisable aujourd'hui?
C'est vous qui savez, c'est vous qui êtes... Non, je vous pose la question. Mais justement, la suite, c'est qu'on ne peut pas se baser sur cette étude pour aller lever des fonds pour le démantèlement. Parce que c'est une étude biaisée. Parce que justement, le Soudan, il allait copier des documents. Le Soudan, il allait copier des documents. Écoutez, je vous dis, le Soudan a copié des documents sur lesquels on ne peut pas se baser pour lever des fonds. C'est pour ça, y compris même Adambi ne peut pas utiliser ces documents, y compris Tonato. Donc c'est justement une dilapidation de 3 milliards. On est d'accord. Bon, écoutez, sortez alors le document, allez chercher des fonds avec ça. Pourquoi vous ne sortez pas ça? Non, mais on vous dit des choses concrètes et vous ne voulez pas comprendre. Mais si c'est un document solide que vous pouvez présenter à la Banque mondiale pour dire voilà cette étude solide qu'on a eu à faire. Voilà cette étude solide qu'on a eu à faire. Et vous savez depuis quand est-ce que ce sujet-là était donc en vogue et tout? Est-ce que vous le savez? N'allons pas dans des sujets. Je m'en vais poser la deuxième question pour poser la deuxième question. Non, je n'ai pas fini la première question parce que vous avez parlé de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous avez parlé donc d'un chimiste. Ce chimiste-là, vous ne le connaissez pas. C'est un chimiste qui a été recruté en 2008 sous Yaïboni. C'est quelqu'un que je connais parce que comme j'ai fait mes stages là-bas, etc., c'est quelqu'un que je connais. Donc ce chimiste, il a été formé, de base il est chimiste, il était professeur de chimie par exemple, voilà, qui a été formé dans le lot, il a été recruté, formé dans le lot. Après, en ce qui concerne la procédure donc, de recrutement dans le temps, en 2008, quand tout cela a été repêché, moi je ne peux pas en juger. Et de toute façon, il a reçu une formation de 2 ans, donc en Côte d'Ivoire, ils ont été tous reçus, etc. Il est sorti géophysicien. Après, géophysicien, quand vous êtes géophysicien, c'est pas, vous ne travaillez pas avec Excel. C'est pas, vous avez besoin d'un certain nombre de dispositifs pour travailler, des logiciels. Quand ils étaient à Petrosi, du moins pour le stage là-bas, tous nos ingénieurs, ils ont travaillé sur des logiciels, ils ont travaillé sur, il y avait des équipements, ils étaient équipés pour travailler pour ça. Et depuis plusieurs années, sinon c'est récemment en gros, on a eu ce qu'on appelle un Dug Insight qui permet donc de recueillir toutes les données géophysiques et de commencer à faire l'interprétation. Et à ce jour, il n'y a eu rien justement qui a été sorti comme carte de profondeur, carte temps en profondeur pour nous permettre donc d'avoir une idée donc de la structure géologique. Ça, c'est un travail qui n'a pas été fait malgré le fait qu'on a investi 200 millions dans ce logiciel-là. Et ça, ce sont les ingénieurs que votre ministre Adambi, il a ramené après avoir envoyé tous ceux-là, tous les ingénieurs qu'il estimait, parce qu'il a dit qu'il estimait que tous ceux qui sont dans la boîte ne foutaient rien et il les a renvoyés. Le directeur qui est là, vous savez d'où est-ce qu'il vient ce monsieur? Ce monsieur, il était professeur de SVT. Et ce monsieur, quand il était professeur de SVT, après, il a eu la chance donc de se retrouver à l'Assemblée. Et c'est à la fin donc de sa mandature qu'il a été repêché directeur donc, des ressources humaines chez Sapetro dans le temps. Et c'est après cela qu'il a, justement, le projet de Sapetro n'a pas abouti. Et ce monsieur, il était en ballottage et quand Talon est arrivé, il a pu se repositionner sur la ligne de UP et il est là aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'on envoie un physicien de base, qui est un professeur de physique de base, qui a reçu une formation sur 2 ans. Vous ne pouvez pas me dire que celui-là, il est moins compétent que votre directeur qui n'a pas reçu de formation managériale sur ce qui concerne en fait la gestion donc du pétrole aujourd'hui. La preuve, qu'est-ce qu'il a fait, votre directeur que vous avez mis là à ce jour? L'ex-directeur, quel était l'héritage que les prédécesseurs ont laissé à ce jour? Et quel est l'héritage que lui laisse aujourd'hui? Non, il ne laisse pas parce qu'il est encore au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a pu faire à ce jour? Est-ce qu'ils ont signé un contrat depuis qu'il est à ce poste-là? Le seul contrat qu'ils ont signé, c'est le seul contrat mafieux qui a actuellement, qui a de problèmes. C'est le seul contrat qu'ils ont réussi à signer. En 2019, quand Talon a pris Talon nous dit, si vous n'avez pas de résultat, moi je vous dissous, je vous donne 5 ans, je dissous cette boîte-là. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas étaler sur la, si vous voulez, on peut tout étaler. Ça va complètement ébranler votre ministre que vous semblez faire des choses là. Donc, vous dites que vous me connaissez pas. Parce que moi, je ne vous connais pas non plus, donc vous ne me connaissez pas. Vous semblez me connaître parce que vous avez peut-être entendu certaines choses erronées sur moi. Et bon, moi, je ne vous en veux pas pour ça. C'est pour ça que je dis, moi, je suis disponible à discuter avec vous. Si vous voulez, on peut discuter.
Donc, voilà. Ok. Oui, monsieur Zimé. Monsieur Zimé, monsieur Polonais. Ok, on va peut-être prendre une pause. Non, moi je lui pose une question parce que moi je veux comprendre, parce qu'il dit qu'on a essayé d'approcher M. Adambi. Essaye d'approcher M. Adambi, moi. Essaye d'approcher M. Adambi, pourquoi que ce soit. Moi. Essaye d'approcher M. Adambi. Pourquoi? Oui, mon souci ici, oui, monsieur le Non, Polonais. moi, monsieur le Polonais, monsieur Zimé. Oui, je vais couper le micro d'abord. Oui. Ici, je ne veux pas que le débat tombe dans un débat personnel, d'accord? Donc ici, on est dans un sujet général, on parle du pays. Je veux qu'on soit focalisé sur ça. Qu'on parle de le Polonais ou bien du Zimé, ce qu'il est. Ça, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et ceux qui nous écoutent aussi, je ne pense pas que ça les intéresse. On parle des projets du pays, on parle de la gestion d'un certain nombre de secteurs au Bénin. Je veux qu'on soit focalisé sur ça. Donc, je vais permettre d'abord à M. Kialine, je vais revenir à vous deux. Je vais permettre à M. Kialine de placer sa motion et puis on revient à vous. Merci. Africa, vraiment, j'ai écouté le live jusque-là, depuis le début que je suis avec vous, vous le savez bien. Mais il y a des choses pour lesquelles je suis vraiment peiné, je vous l'avoue. Et pour le dernier cas, c'est M. Zimé qui a pris tout de suite une motion pour vouloir contredire Polonais. Et Monsieur Zimé, je vais vous dire, il faut soutenir, il faut supporter, il faut apporter votre soutien à ce que vous voulez, personne ne vous en empêche, mais soyez rationnel et dépassionné. Dépassionné et évitez certains écarts. Moi, je vais vous dire, ce que Polonais vient d'installer jusque-là, c'est du factuel. Prouvé, c'est sous notre regard là, nous sommes en train de voir. Et il a abordé des sujets plutôt sensibles pour l'environnement, des questions de gestion et des intrigues politiques qui ont consisté à recruter d'aucuns ou à inciter d'aucuns à faire tomber d'autres. Je crois que c'est des trucs factuels sur lesquels vous devez plutôt vous pencher que de vouloir dire qu'il a tenté de se rapprocher du ministre. Moi, je vais vous poser une question. Dans une république, quand un citoyen a de la compétence dans un secteur et que il veut se rendre utile pour son pays parce qu'il en a justement les compétences et monter un projet et se rapprocher des autorités de ce pays-là, leur faire des propositions de projets, ça n'a rien de péjoratif, ça n'a rien même de blâmable. Et je ne vois pas en quoi est-ce que vous dites qu'il a tenté de se rapprocher du ministre, que si ça avait marché, il ne serait pas. Mais justement, quand des gens veulent éviter le pire, quand les gens veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, veulent se mettre au service de la République pour le bénéfice de la République, et que vous les en empêchez, que vous avez plutôt préféré recruter des gens qui vous viennent à vous par des couloirs et par des moyens occultes, par des couloirs de je ne sais pas, parce que dans tout ça, nous avons appris que c'est le fils de Patrice Talon qui a dû recommander des gens dans ce secteur, par exemple, et ça a tourné au vinaigre. Nous savons un peu de tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand on préfère faire les choses de cette façon-là, végéter dans du népotisme, ne venez pas nous dire, après que ceux qui sont venus de façon honnête et droite, si ça avait marché, j'aurais dit quoi? Si ça avait marché, il n'aurait rien dit. Il est fils de ce pays. Il est béninois et il a le devoir d'apporter ce qu'il sait faire. Donc, sa pierre à la construction, à l'édifice de ce pays, je vais dire. Et donc, il ne faut pas rester dans des champs de choses que tu viens de cracher tout à l'heure. Moi, ça me gêne. Franchement, ça me gêne, surtout que tu t'appelles Zimé Yerima, ça me gêne. Et il faut avoir il faut avoir un peu de limite dans ce que nous voulons dire. Et ceci dit, nous étions en train de parler de la sortie du ministre Apona, qui a généré. Apona était en compagnie de Rachid Badamassi, dont nous connaissons les envolées verbales quand il a l'occasion de se mettre devant le public. Et je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont pu déjà dire sur les réseaux sociaux qui ferait que
d'après l'apparition de ce 27 juin de quotidien Le Béninois Libéré, qui fasse dire que Rachid Barama ou ses avocats auraient saisi la justice pour des procédures en l'encontre des web activistes, mais qui seraient en train de l'injurier. Rachid Barama s'y parlait d'injures devant la criette, soulevait des greffes contre des web activistes, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui, combien de fois lui n'est pas sorti pour montrer sa mauvaise éducation, pour étaler sa mauvaise éducation à la face du monde. Alors, s'il veut qu'on y aille, allons-y. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont visés par ces procédures-là, mais les menaces, je vous ai dit, j'en ai reçu assez déjà, et moi, ça me fout au pôle, parce que je vous ai déjà dit quelque chose. C'est le jour où quelqu'un va se mettre sur mon chemin pour tenter un enlèvement à la manière dont c'est le jour-là que vous saurez. Je vous ai dit qu'il y a les uns et il y a les autres. Donc, je ne dirai pas plus. Donc, que Rachid Barama aille se faire voir, qu'il aille au diable avec ses avocats ou ses je ne sais quoi, ou ses magistrats, je ne sais pas vraiment qui veut l'épauler dans cette affaire-là. Et qu'il aille vraiment au diable. On se fout de ce qu'il veut. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire. Actuellement, je suis dans le Sahel. Actuellement. Et je compte, moi, faire un détour dans mon pays et séjourner. Et j'attends qu'il viendra toucher ou se mettre sur mon chemin. Ce n'est pas des menaces, c'est un avertissement. Bon, donc nous avons dit ceci pour passer à l'affaire, de nouveau à l'affaire Apona. Pour de vrai, je vous ai dit, quelqu'un l'a dit, et des gens ont eu à répéter ici. Je vous avais dit que c'est une force qui est au-delà de la force humaine qui a fait parler Apona. Et je crois savoir que c'est, si je comprends bien un peu ce que M. Vidiane a dit, il a dit pareil, hein, si je comprends bien ce qu'il a dit. Et maintenant, nous sommes en train de voir maintenant le dessous à travers ce que M. Polonais nous a exposé, les articles qu'il nous a présentés. Et vous voyez, donc vous pouvez déjà vous faire une image de comment est-ce que Olivier Boucault s'est retrouvé en prison. C'est-à-dire que quand quelqu'un décide aujourd'hui de dire « je vais être candidat », ou bien quand quelqu'un nourrit des ambitions qui ne plaisent pas à Talon, et il essaie de monter des gens pour piéger, pour, vous voyez, et trouver des trucs pour faire tomber ce dernier, parce que Olivier Boucault, lui, n'est pas de l'administration. Il n'a peut-être pas géré l'argent direct de l'administration en dehors des affaires de Talon. Et donc, Talon ne peut pas vouloir le prendre sur la question de mauvaise gestion, de malversation. Et il risque de se faire prendre lui-même. Donc, on a tourné, on a trouvé le bon échafaudage et il est tombé dedans. Voilà. Il est tombé dedans et moi, je vais vous dire, si autour de Talon aujourd'hui, ceux qui étaient avec lui, parce que c'est pour Apona que nous avons vu, mais chacun a eu sa part de différentes façons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'un homme a disparu du gouvernement, il ne peut même plus parler. Et nous avons vu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Abenossi, qui s'est mis à critiquer Talon sur les réseaux sociaux un peu partout, et même sa gestion. Abenossi a dit plus que moi ce que je pouvais déjà dire. Et aujourd'hui, nous avons vu, enfin, bien au bon nombre de ceux qui ont servi Talon, qui sont plus proches de Talon que vous, M. Zimé et consorts, et ça devrait vous servir de leçon. Rachid Badamassi, vous m'avez dit que vous êtes un partisan du BR, mais je voudrais vous dire, si c'est BR que je connais là, je ne vends pas cher votre peau, hein, parce que vous n'êtes que des faits valoir et que bientôt ils vont vous jeter comme des papiers souillés à la poubelle. Et donc, prenez garde, sachez que vous êtes dans une société et que ceux avec qui vous avez affaire aujourd'hui,
Et vous allez continuer, ceux que vous venez attaquer sur les réseaux sociaux, ceux que vous venez banaliser sur les réseaux sociaux, et votre avenir, c'est avec eux, pas avec la vieille classe politique qui est en voie de disparition. Voilà. Donc, ce ne sont pas les Biotchanel, les Bruno Amoussou et les consorts là. Ce ne sont pas eux qui viendront vous faire votre avenir. Vous allez faire chemin avec ceux qui aujourd'hui sont en train de faire le combat pour votre avenir. Voilà. Donc, il va falloir que vous ressaisissiez, vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin et vraiment savoir raison garder. J'ai entendu récemment, même si vous pensez que c'est de la Talon est un produit providentiel, j'ai entendu récemment un Bertin Corvi dit que Talon est un instrument de Dieu. Bon, qu'à cela ne tienne, si pour lui c'est un instrument de Dieu, moi je pense que c'est donc un instrument de Dieu pour punir les Béninois. Et voilà. Donc, d'abord même parlant de celui qui présente Talon comme un instrument de Dieu, et je ne sais pas ce que valent ces élucubrations, les élucubrations d'un schizophrène qui est hanté par ses propres malédictions, des malédictions qu'il a eu à adresser à Talon tout au long de sa vie, et que il se retrouve, il a d'abord adressé des malédictions à Talon toute sa vie. Maintenant, il se retourne pour se retrouver maintenant dans la position de Talon. Pendant que ces malédictions sont en train de tomber sur Talon, lui-même en recevra. Donc, ce sont ses propres malédictions qui le hantent. Voilà. Donc, monsieur Zimé, ou bien je vais te dire jeune frère Zimé, vraiment, il faut faire beaucoup attention. Parce que ce que vous êtes en train de jeter à la poubelle aujourd'hui, ceux que vous êtes en train de vous pourfender aujourd'hui, ce sont ceux-là avec qui vous ferez votre chemin. Pas avec Talon. Talon fini. Lionel ne sera... Quelqu'un a dit, Lionel ne viendra jamais plus chercher d'emploi au Bénin. Lionel ne sera plus jamais dans un projet au Bénin si ce n'est pas venu accaparer nos fonds. Si ce n'est... Ou plus bien s'asseoir quelque part et jouir déjà des fruits que son père a déjà semé, a fait semer aux Béninois. Et donc, vous voyez, donc il va s'asseoir quelque part en train de récolter de l'argent sur des décennies. Et il n'aura pas besoin de vous, puisqu'il n'a jamais travaillé, il ne travaillera pas. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et ce que nous avons du factuel, il vaut mieux faire votre analyse sur du factuel, apporter des contradictions sur du factuel, que de parler des gens qui veulent se rapprocher. Oui, ils sont béninois. Et c'est leur droit de porter des projets à l'État béninois. Si l'État ne veut pas d'eux, et qu'il a choisi des gens, de mauvais gens, pour faire ce que nous avons vu là, alors souffrez qu'ils vous critiquent, souffrez qu'ils le disent, parce que c'est l'argent de tout le monde, c'est le Bénin de tous. Merci. Merci beaucoup. Je vais permettre à ceux qui n'ont pas du tout pris la parole là d'intervenir d'abord avant de revenir aux anciens panélistes, ceux qui étaient là. Monsieur Biafrika, oui. Parce que je n'avais pas fini, puis vous avez coupé le micro. Est-ce que vous pouvez avoir juste une minute quand même? Okay. Oui, allez-y. Allô? Oui. Ah, ok. Non, parce que en fait, il faudrait quand même que je clarifie ça une fois de bon. Je n'ai jamais été ni de près ni de loin. On va pas dans une ligne donc d'aller contacter ce ministre-là pour quoi que ce soit. La seule chose que moi j'ai eu à faire, c'était pas des ingénieurs de lui dire fais ci, fais ça, de dire au ministre fais ci, fais ça. Et quand il a répondu, ce ministre il nous a dit écoutez, moi je ne suis qu'un exécutant. Quand on me dit 1 + 1 c'est 1, voilà, j'exécute. C'est bleu, on me dit c'est blanc, c'est blanc. Et donc à partir de ce moment, moi j'ai compris que c'est un ministre en fait qui ne voulait écouter personne, qui ne voulait rien faire. Et donc j'ai commencé à lever le ton en interne. Je n'étais jamais sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jusqu'à me menacer en disant on viendra le chercher. Et donc je me suis dit ok, bon, puisqu'il viendra me chercher, alors on va dire réellement au peuple béninois, on va mettre ça sur la table et le peuple béninois va juger. Et comme ça, tout le monde sera clair. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'en parle. Je ne me suis jamais approché de lui pour lui dire voilà directement les solutions que je propose. Et aujourd'hui, je pense que peut-être c'est ce que j'aurais pu faire ouvertement. C'est ce que je dis, y compris dans mon live que j'ai partagé avec vous, Monsieur Biafrika.
où je disais, je me suis rendu compte qu'après toute cette dénonciation, les autorités n'ont rien fait. La seule chose pour sauver le bloc 1 actuellement, c'est de se dire, puisqu'ils veulent forer le puits, qu'est-ce qu'on peut faire pour recueillir un maximum de données scientifiques qu'on pourra utiliser pour les blocs juxtaposés, qui sont les blocs 2, et y compris les structures, les blocs qui sont dans le continent, les blocs A et B. Donc ça, c'est dans cette logique-là que moi, je suis actuellement en disant, on a déjà perdu certaines notions, on ne peut plus faire marche arrière. De toute façon, qu'on résilie ou pas, parce que même si on résilie, on ne pourra plus récupérer. On aura tellement de dettes à payer que, franchement, sur ce champ-là, c'est mort, à moins qu'il y ait une autre découverte sur ce bloc-là. Donc, moi, je l'ai très clairement dit dans ma vidéo. Je ne suis pas quelqu'un d'ambigu. Je dis, j'apporte donc mes services, et ça, c'est gratuit. Je ne suis pas, c'est pas un cabinet que je vais passer. Si on me dit, en tant que citoyen, viens nous aider pour la compréhension de ce bassin-là, moi, je peux aider gratuitement sur étant mort. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait savoir même aux consultants donc de reste de Octogone. Je l'ai fait savoir à tout le ministère. Je leur ai dit, moi, je suis disponible pour vous accompagner. Si c'est ce qui vous manque vraiment de la technicité, de la compétence, moi, je vous accompagne gratuitement. Et moi, j'ai un certain nombre de données, parce que j'ai fait mes stages là-bas, qui pourront nous permettre d'avoir une compréhension à travers ma formation aujourd'hui et mon expérience aujourd'hui, d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus avancée, qui nous permettra en fait d'optimiser la récupération donc de ce champ-là. Et je leur ai dit gratuitement, je ne suis même pas, en fait, je prends le peuple béninois témoin, je ne suis pas à la recherche d'une poste de quoi que ce soit comme nomination. Je vous le fais comprendre. Moi, je ne suis pas dans les règles de calcul donc de rue. Non, moi, je ne suis pas dedans. Donc, c'est vraiment ce que je vous appelle. Et quand vous parlez donc des ingénieurs, essayez donc de respecter ces messieurs-là. Parce que je sais qu'un ingénieur géophysicien, même s'il n'est pas géologue de base, on a dit dans le recrutement en 2008, quand ils avaient recruté, en ce moment, moi je venais d'avoir mon bac, hein, je vous le dis, j'étais même pas dans le système. Hein. Donc en 2008, quand ces messieurs ont été recrutés, parce que c'est des aînés quand même, il faut les respecter, c'est des ingénieurs, ils ont travaillé quand même, il faut les respecter. Quand ils étaient arrivés, ces messieurs, ils étaient arrivés à une bonne base de physique. Quand on parle de la géophysique, il y a une partie donc de physique dedans. On ne peut pas être simple géologue et faire de la géophysique. Si je vous sors tout ce qu'il y a d'imagerie, de processing d'imagerie en géophysique, vous ne pouvez pas résister. Donc, ces messieurs, ils ont bel et bien leur place là-bas. Et quand le ministre, qu'est-ce qu'il a fait quand il les a renvoyés? Qu'il a mis les gens qui lui étaient favorables, etc., et y compris même à la direction juridique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un stagiaire du ministère des Mines, à l'époque, comme directrice juridique. Et c'est celle-là qui a conduit les négociations, y compris avec l'Américain où on lui réclame $910 000, précisément $910 000. Parce que je sais que c'est peut-être des gens qui vous donnent des chiffres, mais je parle de 1 million parce que j'arrondis ça. Si c'est ce que vous dites et ils disent n'importe quoi, non. Les chiffres précis, c'est $910 000 que vous avez réclamé à travers Claude Pidonceau qui est à la présidence aussi. Je dis clairement son nom. Et moi, mon nom, c'est Essou. Hein. Je vous le dis clairement, j'ai peur de faire ça. Monsieur Polonais, il faut vous calmer. À travers celui-là. Monsieur Polonais. Il faut vous calmer un peu. Non, il faudrait. Non, mais. Monsieur Zimé essaye de vous titiller un peu. Non. Monsieur Zimé essaye de vous taquiner, c'est vrai, mais il ne faut pas vous emporter pour ça. Calmez-vous. Et vous avez demandé une motion, et voilà, là, déjà vous. Ok, bon. Je m'en arrête là parce que si on sort des choses ici, le ministre ne fera pas 2 jours sur le territoire, il sera obligé de sortir. Tout le monde a vu clair que si vous avez des choses, il faut les prendre. Voilà quoi. Ils essayent de couvrir Adambi le voleur patenté. Tout le monde a vu ça. C'est comme ça. Vous savez qu'on a aussi des sources. Vous savez qu'on a aussi des sources. Si on saute tout ce qu'il faut sauter, il faut tout sauter. Il faut sauter. Vous savez qu'on a des sources. Et vous savez que ce ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour Monsieur Polonais, s'il vous plaît, respirez, calmez-vous. On va faire un peu le tout, s'il vous plaît. Et je ne sais pas s'il y a